Merci pour l'introduction et merci pour l'invitation, de me donner l'opportunité de présenter mes travaux ici. Donc effectivement, comme l'a dit Michael, je vais parler majoritairement de mes travaux de thèse. Enfin, je vais bien les introduire avant de manière assez vulgarisée pour que tout le monde comprenne un peu ce qui se passe. Et donc je vais parler effectivement de la sécurité de la cryptographie post-quantique contre les attaques par canaux auxiliaires. Sachant que j'ai peut-être un peu triché, je vais surtout parler de cryptographie basée sur les codes correcteurs d'erreurs, mais on va voir un peu plus tard ce que ça veut dire. Ok, donc dans un premier temps, je vais introduire un peu le contexte général, introduire aussi donc, les attaques physiques. Je sais que ça parle pas forcément à tout le monde, et en particulier les attaques par canaux auxiliaires, qui sont une famille d'attaques physiques. Je parlerai ensuite de la crypto basée sur les codes co, puis comment est-ce qu'on attaque cette crypto quand on fait des attaques physiques. Et ensuite, bien sûr, les contre-mesures, c'est ce qui va nous intéresser le plus, en fait, c'est comment se protéger face à ces attaques. On verra qu'il y a des solutions, et finalement, conclusion et perspective. Ok, donc je vais repartir d'assez loin, effectivement. La cryptologie, c'est les mêmes Alice et Bob dont Arthur a parlé, qui essayent d'échanger un message entre eux. Donc le but du jeu, c'est de faire en sorte que si quelqu'un intercepte le message qui s'échange, il ne soit pas capable de le lire, bien entendu. Donc pour ça, on va faire appel à deux algorithmes, un algorithme de chiffrement et un algorithme de déchiffrement. Qui prennent en entrée, donc pour l'algorithme de chiffrement, le message et qui ressort un message chiffré, et qui utilise pour protéger cette fonction une clé, donc on appelle ça une clé de chiffrement. Et ensuite on a l'opération symétrique qui passe du message chiffré au message clair avec la clé de déchiffrement. Donc en fait on a deux types majoritairement de cryptologie. La cryptologie symétrique où les clés sont identiques dans les deux cas. La cryptologie asymétrique où les clés sont différentes. Donc pour la suite, dans ma thèse, je me suis majoritairement intéressé à la cryptologie asymétrique, mais en fait, à notre niveau d'abstraction, ça va pas faire une grande différence. Donc gardez en tête qu'on a une clé qui est un élément secret, un message qui est un élément secret, et qu'en fait, quand on va vouloir protéger un schéma cryptographique, on va vouloir protéger à la fois le message qui transite entre Alice et Bob, et à la fois les clés qui permettent de garantir la sécurité. Donc la crypto, on s'en fait depuis très longtemps, depuis les années 70. Donc le premier schéma qui permet de faire la crypto asymétrique, c'est RSA, dont vous avez sûrement déjà entendu parler. Donc basé sur la difficulté de factoriser un nombre en produit de nombres premiers. Et ensuite, énormément de cryptologie basée sur les courbes elliptiques, avec le problème du logarithme discret, donc qui a été inventé dans les années 80, indépendamment par deux chercheurs. Et donc en fait, on parle beaucoup de RSA, mais c'est majoritairement de la crypto basée sur les courbes elliptiques qui est déployée actuellement. Et en fait, cette cryptographie souffre d'un problème, c'est l'ordinateur quantique. Donc en fait, l'ordinateur quantique, c'est un ordinateur qui effectue des opérations dans un nouveau paradigme, donc plus seulement avec des 0 et des 1, mais une sorte de combinaison un peu des deux, basé sur la physique quantique. Et en fait, cet ordinateur quantique, il est capable de faire des tâches qu'un ordinateur classique n'est pas capable de faire. Donc notamment factoriser des nombres premiers, pour lui c'est simple. On connaît un algorithme qui s'appelle l'algorithme de Shor, qui a été trouvé en 1994, qui permet justement de résoudre ce problème, donc de factoriser des nombres premiers. Donc ça pose un énorme souci, puisque la cryptographie qu'on connaît est basée sur ce problème-là. Donc si on est capable de le résoudre, en fait, on est capable d'annuler complètement la sécurité de la crypto qui existe. Un autre algorithme quantique qui nous intéresse, c'est l'algorithme de Grover. En fait, il permet de faire des recherches très rapidement dans des listes non ordonnées. En fait, on gagne un facteur quadratique par rapport à ce qu'on est capable de faire avec un ordinateur classique. Et ça pose aussi des soucis. On verra que en fait, la sécurité qu'on met dans la cryptographie doit être augmentée par rapport à la force de ces algorithmes. Petit point quand même, c'est que l'ordinateur quantique, on sait comment il fonctionne. On connaît des algorithmes qu'on pourra faire tourner quand on a un ordinateur quantique. Mais à l'heure actuelle, on n'a pas d'ordinateur quantique qui est suffisamment grand pour résoudre ce genre de problème. On sait le faire, mais on ne peut pas le faire parce qu'on n'a pas encore les outils nécessaires. Donc il y a énormément d'argent qui est investi dans cette recherche. J'écoutais une présentation qui avait été faite la dernière fois dans un petit déjeuner ici, où on disait que les Américains investissaient 5 milliards de dollars par an pour ce genre de recherche.
Et donc en fait, ce qu'on voit, enfin ce que je vois moi de mon point de vue de cryptopathe un peu, c'est que la communauté est un peu divisée. Il y a des gens qui pensent que d'ici une dizaine d'années, on aura des ordinateurs quantiques qui seront capables de résoudre ces problèmes. C'est le cas notamment de Bernstein qui y croit très très fort. Et au contraire, il y a des gens qui pensent que les contraintes physiques qui permettraient de construire un ordinateur suffisamment grand sont trop difficiles à mettre en place pour avoir ce genre d'algorithme. Donc ce qui est rigolo, c'est que Bernstein tient un blog sur Internet où en fait il fait des paris avec d'autres cryptographes sur à quel moment est-ce que la cryptographie classique va être cassée par les ordinateurs quantiques. Donc lui, il est très convaincu qu'en 2032, ce genre de problème, ce sera plus des problèmes, que l'ordinateur quantique aura tout cassé. Il y a d'autres cryptographes qui pensent que l'ordinateur classique en fait va être capable de résoudre les problèmes avant l'ordinateur quantique. Du coup, la solution par rapport à cette menace, donc le but du jeu, bien sûr, c'est de continuer à avoir une cryptographie sécurisée, hein, même en présence d'ordinateurs quantiques. Et donc, la solution, c'est la cryptographie post-quantique. Ne pas confondre avec la cryptographie quantique, donc. Donc, la cryptographie quantique, c'est une cryptographie qui utiliserait les propriétés de l'ordinateur quantique pour faire un système sécurisé. La cryptographie post-quantique, c'est une cryptographie qui tourne sur des ordinateurs classiques, mais qui a des propriétés fortes et qui résisterait aux attaques des ordinateurs quantiques. Donc c'est cette cryptographie-là à laquelle on va s'intéresser. Et notamment, on va s'y intéresser au travers d'un concours qui est organisé par le NIST, donc l'Institut américain de standards et de technologie. Donc en fait, ils organisent depuis 2016 un concours pour standardiser des schémas de cryptographie post-quantique. Donc en fait, il y a des gens qui ont postulé, qui ont envoyé des schémas, et ensuite le NIST décide lequel est le plus performant, etc., avec l'aide de la communauté internationale. Et donc on est en plein dedans aujourd'hui, puisqu'à l'été dernier, il y a une première phase de sélection qui a été faite, donc il y a des schémas qui ont été standardisés, j'en parle dans une slide un peu plus loin. Et en fait, on est dans une phase où on est encore en train de départager quelques schémas entre eux, et notamment des schémas basés sur les codes correcteurs d'erreurs, donc d'où l'importance de la recherche. Voilà, donc les schémas, notamment parmi ceux qui ont été standardisés, donc la cryptographie post-quantique, on sait la faire de plusieurs manières différentes, notamment en étant basé uniquement sur des fonctions de hachage. Il y a un schéma qui s'appelle Sphinx. Ce schéma est assez intéressant parce qu'en fait, il est basé uniquement sur les propriétés des fonctions de hachage. Ça garantit toute la sécurité. Donc c'est un schéma qui coûte assez cher en termes de temps de calcul, puisqu'en fait il fait que des fonctions de hachage dans tous les sens. Il est très intéressant parce qu'en fait les hypothèses de sécurité sont très réduites. Donc en fait ça donne un petit peu un comparatif par rapport à tous les autres schémas. Si on a des schémas qui sont moins performants que Sphinx, on va très facilement pouvoir les écarter en fait, parce que souvent les schémas reposent sur des hypothèses de sécurité plus fortes. Donc si on a quelque chose avec qui a une hypothèse de sécurité plus forte et des performances plus faibles, bon ça sert à rien de le garder. Donc Sphinx ça donne un petit peu une limite. Si on est moins bon que Sphinx, on jette. Ensuite on a la cryptographie basée sur les réseaux euclidiens. Donc les réseaux euclidiens, le problème difficile c'est de retrouver un vecteur de petites normes à l'intérieur d'un réseau euclidien. Donc c'est des schémas qui ont déjà été standardisés par le NIST, comme je le disais, à l'été dernier. Donc un schéma d'échange de clés, un schéma de signature. Je rentrerai pas dans les détails, mais en fait on sait faire des schémas qui résistent et qui ont déjà été standardisés par le NIST. Ensuite, on a tous les schémas basés sur les codes correcteurs d'erreurs. Donc c'est ces trois schémas-là qui sont présents au dernier tour du concours du NIST et qu'il va falloir du coup regarder la sécurité. Et ensuite, il y a plein d'autres schémas, donc basés par exemple sur la cryptographie multivariée, sur les isogénies, sur le MPC, etc. etc. Je mentionne en particulier les schémas basés sur les isogénies. En fait, ce qu'on essaye de faire quand on propose ces schémas, c'est de les sécuriser de manière mathématique. Et on n'est jamais à l'abri qu'il y ait des failles dans la démonstration. Par exemple, le schéma qui était au concours qui s'appelle Psych, il y a un papier qui est sorti l'année dernière pour montrer qu'en fait sa sécurité était pas du tout non polynomiale, mais qu'on pouvait résoudre le schéma en temps polynomial sans faire d'attaque side channel, sans rien, juste en regardant le chiffré, on était capable de retrouver le message. Et donc le schéma a totalement été évincé du concours. Ok, je vais parler un tout petit peu du niveau de sécurité qu'on attend pour un schéma cryptographique post-quantique. En fait, le NIST propose 3 niveaux de sécurité, 2 puissance 128, 2 puissance 192, 2 puissance 256, ce qui représente
le nombre d'opérations qu'un attaquant doit faire pour retrouver le message à partir du message chiffré, pour retrouver un secret à partir du message chiffré. Et souvent, ça représente aussi la taille de l'ensemble de secrets dans lequel notre secret a été pris de manière aléatoire. Donc je sais que ça parle pas forcément de puissance 128, on se représente pas trop ce que c'est, donc j'ai regardé un peu ce que ça voulait dire. Donc 2 puissance 128, c'est 2 puissance 33 fois 2 puissance 33 fois 2 puissance 62. 2 puissance 33, c'est à peu près 8,6 milliards. C'est à peu près le nombre d'êtres humains sur cette Terre. 2 puissance 33, c'est toujours 8,6 milliards. On pourrait considérer ça comme la fréquence d'un processeur, par exemple. Sachant qu'à l'heure actuelle, les processeurs sont plutôt entre 2 et 4 GHz. Même si, par exemple, Intel a sorti le i9 qui peut aller jusqu'à 9 GHz dans certains cas particuliers. Donc si on considère que tous les humains de la planète ont accès à un ordinateur qui fait à peu près 8,6 GHz opérations par seconde, et que tout le monde dédie son temps de calcul uniquement à énumérer des clés cryptographiques, il faudra en tout 146 milliards d'années pour avoir fait le tour de toutes les clés. Donc ça, c'est uniquement pour la sécurité la plus faible. Et oui, c'est juste le temps qu'il faut pour énumérer les clés en supposant qu'on est capable d'en énumérer une par cycle, ce qui est une hypothèse assez folle, enfin qui n'est pas possible, quoi. Donc tout ça pour dire que on ne pourra jamais arriver à retrouver la clé juste au hasard. Donc là, ça c'est pour la sécurité la plus faible. Pour la sécurité la plus forte, en fait c'est pas juste x2, on élève le nombre au carré. Et en fait l'ordre de grandeur c'est 10 puissance 80, c'est à peu près le nombre d'atomes dans l'univers observable. C'est-à-dire que quand vous sortez un schéma cryptographique, vous prenez un atome au hasard dans tout l'univers, et un attaquant qui essaye de le retrouver au hasard doit retrouver pile poil l'atome que vous avez sélectionné. Donc on considère que déjà retrouver une aiguille dans une botte de foin c'est compliqué. Chercher un atome dans l'univers observable, on peut dire que qu'on est sur des problèmes difficiles. Donc tout ça pour dire que quand plus tard dans la présentation je parlerai de problèmes qui sont mathématiquement ou statistiquement improbables, en fait, c'est une prudence scientifique, mais en fait, c'est quasiment impossible de le faire. Voilà. Ok. Donc, on a des schémas qui respectent ce genre de propriétés. On se dit, c'est terminé, en fait, je vais jamais pouvoir les attaquer. Si les mathématiques derrière sont stables, il n'y a aucun moyen qu'on les attaque. Et en fait, en 96, il y a Paul Kocher qui propose une nouvelle manière d'attaquer les schémas. Donc, comme je l'ai dit, on a besoin d'un système de chiffrement, d'un système de déchiffrement, mais ces systèmes de chiffrement, on ne va pas les faire à la main, c'est un ordinateur qui va les exécuter. Et donc, on peut exploiter les propriétés physiques de cet ordinateur. D'ailleurs, je dis ordinateur, ce qu'on attaque plutôt avec des attaques sectionnelles, c'est des microcontrôleurs, donc des petits composants avec des processeurs de taille faible, des architectures petites. Donc, je dis ordinateur par abus de langage, mais souvent, ce qu'on attaque, c'est des petites cibles. Donc on va pouvoir regarder par exemple son temps d'exécution, la consommation électrique, les ondes électromagnétiques, le son qu'il produit, la chaleur, etc., etc. Il y a plein de caractéristiques physiques qu'on peut exploiter. Et là, je vais essayer de vous donner un petit peu, pourquoi est-ce que ce genre d'attaque pourrait marcher. Donc il y a un exemple que j'aime bien, mais j'ai pas trouvé de slide pour l'illustrer. C'est l'exemple d'un digicode quand vous voulez rentrer dans un immeuble, par exemple. Vous savez que le digicode a 4 chiffres. Donc si le nombre a été tiré au hasard, c'est 1 parmi 10 000. Donc si vous avez si le nombre a été tiré de manière aléatoire, que c'est pas quelqu'un qui l'a choisi, genre sa date de naissance ou quoi, pour retrouver le nombre parmi 10 000, vous êtes obligé de tester des combinaisons au hasard. Si vous testez jamais 2 fois la même, au bout de 5000 essais en moyenne, vous allez retrouver le code, quoi. Donc la sécurité d'un digicode, c'est 5000 essais, c'est contre ça qu'on essaie de se protéger. Donc ça, c'est l'aspect théorique. Maintenant, imaginez que vous arrivez devant un digicode et en fait, les 4 touches sur lesquelles les gens appuient le plus souvent pour rentrer dans l'appartement sont abîmées. En fait, c'est plus un choix parmi 5000 un choix parmi 10 000 que vous devez faire, c'est le nombre de permutations de ces 4 chiffres que vous allez devoir résoudre. Donc ça, c'est 4 factoriel, c'est 24. La sécurité tombe de 10 000 possibilités à 24. Vous avez exploité une information que vous n'étiez pas censé connaître pour passer la sécurité du digicode. Voilà, les side channels, c'est un petit peu ça.
Alors maintenant, le temps d'exécution, on peut regarder ça sur un algorithme qui vérifie un code PIN. Donc un algorithme naïf, ce qu'il fait, c'est qu'il regarde le premier numéro. Si jamais le premier numéro est bien égal, il passe au second. Si le second est bon, il passe au troisième, etc., etc. Mais à tout moment, si une vérification est fausse, il retourne annuler le mode... Enfin, on arrête, quoi. Donc ça veut dire que si on se trompe sur le premier numéro, on va s'arrêter tout de suite. Si on se trompe sur le deuxième numéro, enfin qu'on a le premier juste et le deuxième on se trompe, il va s'arrêter au bout d'un temps 2 fois plus long. Si on se trompe sur le troisième, 3 fois plus long, etc. Donc en fait, pareil, la recherche exhaustive pour retrouver le code PIN, elle n'est pas parmi 10 000, mais elle est parmi... Enfin, on a besoin de faire 40 appels. Je teste tous les premiers numéros, je regarde celui qui avait le plus longtemps d'exécution. Ensuite, une fois que j'ai le premier, je teste les 10 suivants. Donc je garde celui qui a le plus longtemps d'exécution et je fais ça 4 fois. Donc en tout, en 40 appels, si j'ai accès au temps d'exécution de l'algorithme, j'arrive à retrouver le code PIN. Donc la vérification naïve, elle permet de vérifier un code PIN, mais elle ne permet pas d'être résistante par rapport aux attaques side-channel qui exploiteraient le temps d'exécution. Donc ça, c'était pour pourquoi est-ce que avoir le temps d'exécution peut avoir un impact sur l'attaque. Maintenant, pourquoi est-ce que le courant et les émanations électromagnétiques peuvent aussi avoir un impact. Pardon. En fait, un processeur... donc là, je vais faire une vulgarisation. Désolé pour les spécialistes, je vais dire un peu des bêtises, mais c'est pour la beauté de la vulgarisation. Un processeur, c'est un peu un tas de fils électriques, quoi. Quand il y a pas de courant à l'intérieur, c'est un 0. Quand il y a du courant, c'est un 1. Bon, bah, on se rend bien compte que quand il y a une valeur qui passe et qu'il y a beaucoup de 1, la consommation électrique va être plus élevée. Et la consommation électrique est toujours liée au rayonnement électromagnétique. Donc plus il y a de 1, plus il y a un rayonnement électromagnétique fort. Donc il y a une corrélation entre les valeurs qui transitent à l'intérieur du processeur et les événements physiques qu'on peut observer. Donc ça, on peut le modéliser par des modèles de fuite. Donc notamment, le plus connu, c'est le modèle de fuite en poids de Hamming. On suppose que la mesure physique, enfin la valeur physique qu'on va mesurer est totalement dépendante du poids de Hamming, donc du nombre de 1 à l'intérieur de la valeur intermédiaire, selon une loi affine avec un coefficient directeur et un coefficient, je ne sais pas de nom, bêta, enfin, alpha, poids de Hamming plus bêta, plus un bruit. Et ce bruit est lié à tout le comportement physique du processeur qui n'est pas celui du traitement de la variable qu'on est en train d'observer. Donc tous les trucs annexes dans un processeur. Un autre modèle de fuite, ça peut être la distance. Donc au lieu de regarder que la valeur intermédiaire qui transite, on regarde la différence entre deux variables intermédiaires qui se suivent. Et en fait, ce modèle de fuite suppose que la mesure physique n'est pas dépendante de ce qui traverse le bus, mais du changement d'état. Passer d'un 0 à un 1, ça coûte de l'énergie, c'est ça qui va transparaître dans la mesure physique. Donc tous ces modèles de fuite sont importants pour faire des attaques, puisqu'en fait on peut supposer que la mesure qu'on va observer suit exactement ce modèle-là, et ensuite on peut déduire des informations sur les valeurs qui transitent. Et c'est aussi important pour faire des attaques en simulation. Donc en fait, on peut, pour chaque valeur intermédiaire qui va transiter à l'intérieur du processeur, on peut simuler son comportement physique en faisant varier le bruit. Et comme ça, on peut faire des attaques où on contrôle tout jusqu'au niveau de bruit et vérifier si on est capable de réussir à différents niveaux de bruit. Ok, donc maintenant, parlons un peu de la cryptographie basée sur les codes correcteurs d'erreur. Donc à la base, un code co, c'est utilisé dans un contexte de télécommunication pour s'assurer qu'un message ne reviendra pas erroné. Donc quand on passe dans un canal de communication bruité, il y a certains bits qui vont être changés de valeur. Donc si on fait rien, bah, en fait on retrouve un message faux à la fin et on est obligé de redemander à ce qu'on nous renvoie le message. Donc pour ça on utilise un code, pour parer ce problème on utilise un code correcteur. Donc on prend un message qu'on va encoder en un code word. Donc en fait on va rajouter de la redondance dans ce message. Et comme ça, quand il y a des erreurs, on va pouvoir les détecter et les corriger et retomber sur le message original. Donc on va pouvoir utiliser cette structure pour faire de la crypto. Donc il y a deux manières de faire ça. On peut soit masquer la structure du code. Donc on prend un code, on va le permuter avec une certaine permutation, on obtient un nouveau code, qui est un code aléatoire. Et en fait on a une propriété, c'est que les codes aléatoires, on a du mal à les décoder. On ne sait pas faire, c'est un problème NP complet. Donc si on garde secret le code et la permutation qu'on a utilisée, on peut encoder un message avec ce code aléatoire. On obtient
un mot du code. On lui ajoute une erreur volontairement. Donc on obtient un mot du code erroné et en fait on ne sait pas le décoder puisqu'il est attaché à un code aléatoire. Mais si on connaît la permutation qu'on a utilisée et le décodeur efficace qu'on a choisi au début, on est capable de décoder le message. Donc on chiffre en encodant avec un code aléatoire et on déchiffre avec le code qu'on connaît et la connaissance de la permutation secrète. Donc ça c'est la première manière. Et la seconde manière, c'est celle qui va plus nous intéresser aujourd'hui, ça c'est le schéma que j'ai beaucoup étudié pendant ma thèse, c'est de rajouter une erreur qui a un poids très élevé. Donc en fait l'erreur qu'on va ajouter ici sur le message, on n'est pas capable de le décoder puisqu'elle est au-dessus de la capacité de correction. En fait pour chaque code correcteur, on a un certain seuil d'erreur à partir duquel on n'est plus capable de décoder le message. Il y a trop d'erreurs. Et donc en fait le rôle, ce qu'on va garder secret ici, c'est la manière de réduire la taille de l'erreur. Grâce à la connaissance de la clé secrète, on peut retomber dans un seuil où on est capable de décoder. Et du coup, ici c'est décode et pas encode, bien sûr. On est dans un système où l'encodeur et le décodeur peuvent rester publics, puisqu'en fait, toute la sécurité repose sur la manière dont on va réduire la taille de l'erreur, et ça c'est totalement dépendant de la clé secrète. Donc le schéma dont on va regarder des attaques aujourd'hui, on a un encodeur et un décodeur qui sont publics. Et donc en fait, on va pouvoir attaquer cette partie-là pour essayer de retrouver soit le message, soit la clé secrète. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc dans le cas d'HQC, en fait, le décodeur, c'est un décodeur en deux parties. On appelle ça une structure de code concaténée. Donc en fait, quand on a un message erroné, quand on veut le décoder, on le décode par un code qu'on appelle un code interne. Et le résultat de ce décodage, on le décode par le code externe, et là on retombe sur le message. Donc cette structure, elle est extrêmement intéressante, puisque si on regarde le code intérieur, on est très proche du chiffré et de la clé secrète. Donc en fait, en attaquant cette partie du décodeur, on va avoir des informations qui vont ressortir sur la clé secrète. Alors qu'en attaquant la partie externe du code, en fait, on est plus proche du message, et on va avoir des informations sur le message qui vont ressortir. Donc je le répète, comme je disais tout à l'heure, quand on a un système de chiffrement, ce qui est important de sécuriser, c'est à la fois la clé secrète, à la fois le message, parce que les deux ont une importance en termes de secret. Alors je vais vous présenter une des deux attaques, du coup. Donc durant ma thèse, j'ai attaqué les deux parties du décodeur. Je vais vous présenter ici comment attaquer le code externe pour retrouver le message, et on se base sur une propriété du schéma. C'est la decryption failure rate, ou la probabilité d'échec du décodeur. En fait, pour un ciphertext donné, donc qui est un mot du code avec une erreur, on regarde la probabilité de ne pas décoder dans le bon message, et ça, cette probabilité doit être extrêmement faible pour éviter des attaques algébriques. Et la probabilité d'échec faible sur l'ensemble du décodeur implique une probabilité d'échec faible sur le premier décodeur, qui est de l'ordre de 2 puissance moins 10, ça veut dire que dans 99 cas sur 1000, ce décodeur externe ici décode un mot du code qui est déjà sans erreur. Donc en fait, c'est un truc qui rentre en entrée, qui est le même que ce qui est en sortie, juste il enlève la redondance, mais en fait, il manipule quasiment que des zéros, parce qu'il n'y a pas d'erreur. Ça n'aurait pas été des zéros s'il y avait des erreurs. En fait, on va pouvoir utiliser cette structure ici de décodage non erroné pour retrouver la valeur du message. Donc pour ça, on utilise un algorithme qui s'appelle la belief propagation, la propagation de croyance. Donc il fait partie, comme le disait Mickaël tout à l'heure, des attaques soft analytical side channel attack. Donc pour ça, en fait, il faut représenter tout l'algorithme sous forme d'un graphe. Donc par exemple ici, la multiplication A fois B vers V. En fait, on va modéliser les relations entre toutes les variables au travers de l'opération dans laquelle elles traversent. Donc l'idée de la belief propagation, c'est de toujours calculer les probabilités conditionnelles d'avoir une certaine variable en fonction des autres. Donc pour dire ça avec un petit exemple, si par exemple A a une très grande chance de valoir 5, bah en fait V va avoir de très bonnes chances d'être un multiple de 5. Donc en fait, ce qu'on veut calculer, c'est la probabilité d'avoir V, sachant A et B, mais en fait on peut aussi faire dans l'autre sens, probabilité d'avoir V sachant probabilité d'avoir B sachant A et V, probabilité d'avoir A sachant B et V. En fait ce qu'on veut calculer, c'est ces probabilités conditionnelles là,
Et donc en fait c'est les formules qui sont en dessous qui le font. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il fallait le quota d'équations compliquées dans cette présentation. Et du coup en fait l'algorithme de Belief Propagation, c'est exactement ça qu'il va faire. C'est calculer de manière efficace et exacte les probabilités conditionnelles de toutes les variables intermédiaires qui sont reliées dans un calcul. Donc là je vous ai montré pour 3 variables intermédiaires. En fait ce qu'on va faire dans la vraie vie, c'est qu'on va prendre tout le décodeur, on va le représenter sous forme de graphe. Et donc ce qu'on va vouloir retrouver, c'est le mot du code qui entre en entrée du décodeur, donc c'est les C1 jusqu'à Cn qui sont marqués ici. Et en fait, ils sont multipliés avec une matrice qui représente le code. Je ne vais pas rentrer dans les détails non plus. Mais en fait, chaque élément de mon code Word va être manipulé avec une ligne de cette matrice-là. Donc pour chaque multiplication que j'ai montré tout à l'heure, enfin, on va faire une multiplication à chaque fois qu'on croise notre élément du code Word avec un élément de la matrice. Et en fait, ce qu'on a montré dans le papier, c'est que la multiplication ici nous donne des informations sur la sortie. La sortie de la multiplication, on est capable de la retrouver de manière side-channel, mais on est capable de la retrouver de manière très bruitée. C'est-à-dire que si on regarde une seule multiplication, l'information qu'on retrouve dessus, elle est très faible. Je crois qu'on retrouve l'information, la valeur exacte dans seulement 3% des cas. Mais en fait, le fait qu'on en ait un certain nombre qui manipulent la même valeur, en fait, quand on va propager les connaissances qu'on a sur chacune de ces sorties, on va avoir un phénomène de correction qui va apparaître. Et en fait, on va être capable de retrouver les valeurs C1 jusqu'à Cn dans 100% des cas dans une attaque cas réel. Donc tout ça, c'est des attaques qui ont été simulées dans un premier temps. On a montré qu'en simulation, ça se comportait très très bien. On arrivait jusqu'à des niveaux de bruit très élevés. Et ensuite, on est passé sur un banc. On a fait l'attaque en pratique. Et en fait, on montre que l'attaque est très forte, j'allais dire dévastatrice, mais il faut encore un peu de prudence, puisqu'on arrive dans un cas réel à retrouver le message dans 100% des cas. Donc maintenant, on a quand même envie de se protéger contre ce type d'attaque, bien sûr. Donc pour ça, on connaît plusieurs familles de contre-mesures. Donc déjà, la première, c'est de faire un algorithme qui est en temps constant. Ça, c'est extrêmement important. Qu'est-ce que ça veut dire temps constant? Ça veut dire que l'algorithme, le temps d'exécution de l'algorithme ne doit pas dépendre de la valeur d'un secret. L'algorithme peut avoir des variations temporelles, mais ces variations temporelles ne doivent pas être liées à la valeur de quelque chose qui est secret. Si vous devez retenir qu'une seule chose de cette présentation, c'est ça. Si un jour on devait implémenter un système de cryptographie, faites-le par pitié en temps constant, ça évite beaucoup de problèmes. Ensuite, d'autres méthodes qu'on peut mettre en place, c'est shuffling, donc faire un mélange. En fait, dans la matrice que j'ai montrée ici, dans la multiplication matricielle, toutes les multiplications sont indépendantes les unes des autres. Enfin, à la fin, on va les cumuler, mais on peut le faire en dernier lieu. Donc en fait, je peux faire les multiplications dans un ordre parfaitement aléatoire. Et ça, qu'est-ce que ça pose comme problème? Ça veut dire que quand on va avoir notre trace, donc notre mesure physique qui correspond à l'exécution de l'algorithme, on va plus savoir à quel moment on va faire quelle multiplication. Donc en fait, quand un attaquant va vouloir attaquer le schéma, avant de faire l'attaque, il va devoir remettre dans l'ordre les multiplications, sans connaître la permutation aléatoire. Et donc ça ajoute un coût combinatoire pour inverser la permutation, et donc ces coûts-là sont de l'ordre très grand, parce que la matrice est grande, donc le nombre de permutations est grand, donc le nombre de manières de permuter est grand aussi, plus grand que le niveau de sécurité. Donc en fait, en mettant un shuffling, on a montré qu'on était capable de protéger le décodeur d'HQC face à ce type d'attaque. Et enfin, la dernière manière de protéger contre l'attaque physique, c'est le masking. Donc en fait, on a deux types de masking, un masking de haut niveau, un masking de bas niveau, que je vais présenter juste dans les slides d'après. Donc en fait, on a montré que c'était le décodeur qui était sensible aux attaques side-channel. Donc si je lui envoie un mot du code et que je le décode, je suis capable de retrouver le message. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est pas seulement décoder un mot du code, mais un mot du code masqué. Mot du code masqué, ça veut dire que je vais prendre un message aléatoire que je tire aléatoirement, je l'encode, j'obtiens un nouveau mot du code. Et quand je vais décoder l'addition des deux, du code word secret et du masque. Et du coup, même si je suis capable d'attaquer le décodeur, en fait, ce que je vais retrouver, c'est la valeur de l'addition des deux. Donc si je ne connais pas le masque, je ne peux pas retrouver le message.
Donc ça, c'est un masking haut niveau. Dans le dernier papier qu'on a fait, en fait, on a montré qu'on était aussi capable d'attaquer l'encodeur, pas de chance. Donc en fait, en générant le masque, on retrouve la valeur du masque, ensuite on attaque le décodeur, et donc par une simple relation arithmétique, on est quand même capable de retrouver le message. Mais jusqu'à ce qu'on présente ces travaux-là, on pensait que cette contre-mesure-là était sécurisée. En fait, c'est pas le cas. Donc le masquage de haut niveau semble pas efficace dans notre contexte, mais on a toujours le masquage de bas niveau. Donc on considère un attaquant qui est capable de retrouver T valeurs intermédiaires à 100%, donc il retrouve la valeur des éléments qui passent avec une probabilité 1, et en fait on construit une multiplication qui n'est pas sensible à ce modèle d'attaquant. Donc au lieu de multiplier A fois B et de donner C, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décomposer ces valeurs en différents shares, donc A0 jusqu'à AT pour A et B0 jusqu'à BT pour B. Et en fait, on va multiplier tous ces shares de manière indépendante pour obtenir C0 jusqu'à CT. Ensuite, on les recompose pour obtenir C. Donc bien sûr, quand on fait ce genre d'opération, il faut s'assurer qu'on fait bien la même multiplication à chaque fois. Et on a deux manières dans la littérature de masquer. Donc bien sûr, les A0 jusqu'à AT sont une fonction de A. Pareil pour les B, pareil pour les C. Donc il y a deux manières de faire cette fonction. Soit de manière booléenne, donc en fait, la valeur de A, c'est juste le XOR de tous les AI. Ou alors de manière arithmétique, une somme modulo Q. Et donc dans la littérature, on voit que ce genre de méthode permet de masquer quasiment toutes les opérations avec un coût non négligeable. Mais ça permet, pour un attaquant qui vérifierait ce modèle d'attaquant, d'être sécurisé, parce qu'en fait, on va faire T plus une multiplication. On est certain que l'attaquant peut en retrouver que T. Étant donné qu'il faut les T plus une pour retrouver la valeur, on est sécurisé. Voilà. Et enfin, finalement, mes conclusions. Bien sûr, penser au temps constant, très important. Les attaques physiques donc, représentent une menace, on l'a vu. Si on implémente de manière un peu naïve les algorithmes, en fait, on est sujet à des attaques. Donc ça, le NIST le considère justement pour standardiser la cryptographie post-quantique. Et les attaques side-channel et les manières de s'en protéger, c'est un critère pour la standardisation. Donc comme quoi, c'est pas juste un jouet, quoi. Il y a vraiment un impact sur les prochains algorithmes cryptographiques qui vont arriver. Et enfin, dans les travaux futurs qu'on envisage, c'est donc d'attaquer d'autres schémas avec ces histoires de belief propagation, puisque pour l'instant, il y a uniquement les schémas basés sur les réseaux qui ont été attaqués et HQC, donc c'est notre contribution. Mais tous les autres schémas basés sur les codes correcteurs n'ont pas été attaqués, donc c'est une piste. Et finalement, proposer une sécurité forte pour HQC. Parce que pour l'instant, ce qu'on a fait, donc je vous ai présenté une des attaques que j'ai fait, mais il y en a d'autres. En fait, c'est qu'on identifie une vulnérabilité, on l'attaque, si ça marche, on la protège. L'idéal, en fait, pour un schéma, c'est de proposer une implémentation qui est sécurisée contre tout type d'attaque. Donc ça, c'est difficile à faire. Mais avec le modèle que je vous ai présenté dans la dernière slide, là, du type robbing, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. Et donc ce serait bien d'en proposer une version pour HQC. Je vous ai mis un petit QR code donc, qui amène vers la liste de mes publications si jamais vous voulez regarder plus en détail le sujet. Et je vous remercie pour votre attention et je vais prendre des questions s'il y en a.